Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro de Dimanche en politique de l'année 2020 avec les équipes qui préparent et réalisent cette émission. Je vous présente des vœux de belles et heureuses années. L'actualité de la semaine aura été marquée par une alternance de journées de mobilisation contre la réforme des retraites et de négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux, avec un Premier ministre qui tente de sortir du conflit et des syndicats qui continuent de maintenir la pression sur l'exécutif. Alors le gouvernement doit-il s'attendre à une année sociale en 2020 ? Comment sortir de la crise du conflit des retraites ? Peut-il éteindre les flammes des différents conflits sociaux ? Quels peuvent être les autres combats qui attendent partenaires sociaux et majorité présidentielle dans les prochains mois ? On en débat ce matin en direct avec nos invités. Didier Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Côte-d'Or. Vous nous direz notamment comment la majorité va avancer pour réformer le pays après les mouvements des Gilets jaunes et des retraites. Sandrine Mouret, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire départementale de la CGT en Côte-d'Or. Avec vous, on verra notamment quel est le moral des troupes après plus d'un mois de conflit et si d'autres conflits se préparent. Jean-Philippe Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du MEDEF Bourgogne-Franche-Comté. Après les dernières annonces d'Édouard Philippe sur l'âge d'équilibre, vous nous direz si vous êtes prêt à reprendre les discussions. On évoquera aussi la situation des entreprises dans la région après toutes ces journées de conflit. Denis Guvenatam, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant de la France Insoumise en Côte d'Or. On verra avec vous si ces mobilisations vont se poursuivre en 2020 et si elles peuvent aussi influencer la vie politique et les municipales. Et vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr commenter en direct cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag #DimpolBourgogne. Alors, une réaction, Sandrine Mouret, bien sûr. L'actualité, c'est l'annonce du Premier ministre. Le retrait de l'âge pivot de 64 ans dans le projet de réforme des retraites. Sous condition, et la balle va être dans le camp des partenaires sociaux. Est-ce que vous vous dites pas, allez, ils ont tendu la main, ils ont fait un pas aujourd'hui ? Alors déjà, premièrement, effectivement, on voit bien que le gouvernement, dos au mur, face aux mobilisations depuis plus d'un mois, est contraint, à un moment donné, de faire quelques marches arrière. Et il constate bien que ce projet de réforme dont on discute depuis plus de 2 ans, le projet de loi qui vient de sortir, là, on a fait l'analyse, et les mobilisations qui s'en suivent, les salariés ont bien compris que ce projet de loi, par essence, il va participer à baisser le niveau des pensions et baisser les droits. Le gouvernement vient d'annoncer effectivement le retrait de l'âge pivot. Attention. Le diable se cache dans les détails de la lettre du Premier ministre. Effectivement, il parle bien, d'un retrait provisoire de l'âge pivot sur les mesures d'équilibre à court terme. C'est-à-dire que ça ne figurera pas dans ce projet de loi. Ça veut dire que dans le deuxième, après le projet de loi, donc après les mesures définitives d'équilibre, c'est-à-dire après 2027, il le précise bien dans son article 4, l'âge pivot est bien maintenu. Il retire provisoirement, laissant aux partenaires sociaux, c'est-à-dire organisations syndicales et organisations patronales, le soin de travailler à des mesures d'équilibre jusqu'en 2024. D'ici le mois d'avril, il faudra effectivement, d'ici dialoguer. le mois d'avril. Donc on voit bien que c'est un retrait provisoire, conditionné à 2 points. C'est-à-dire que les partenaires sociaux devront trouver des mesures d'équilibre sans recourir à la baisse des pensions, bien évidemment, mais sans augmenter les recettes, sans augmenter le coût du travail. C'est-à-dire que d'entrée, on vous dit, en fait, c'est l'âge pivot. D'entrée, il coupe, 1, l'augmentation des cotisations, et 2, la possibilité d'augmenter les salaires. Didier Martin, finalement, tout ça pour ça, il fallait le retirer bien avant, cet âge pivot, pour calmer tout le monde, et notamment les syndicats dits réformistes, comme la CFDT et l'UNSA. D'ailleurs, plusieurs de vos collègues députés, cette semaine, ont demandé au gouvernement de retirer cet âge pivot de ce projet de retraite, projet de réforme. Oui, nous sommes aujourd'hui à un tournant. Parce que les échanges ont été nombreux, y compris pendant la période des fêtes, même si ces échanges étaient à ce moment-là informels. La reprise des échanges formels, c'est cette année. Et là, sur la table, une avancée du gouvernement et une proposition de plusieurs organisations syndicales en faveur de la réouverture du dialogue. Nous devons reprendre le dialogue. Cette réforme, elle est nécessaire. La population vieillit, la durée de vie est allongée. Nous avons un croisement entre les actifs et les inactifs. Il faut garantir l'avenir, il faut protéger. Alors c'est quoi le problème ? C'était un problème de communication. Est-ce que vous dites c'est dommage qu'on ait mis cet âge pivot au cœur d'une réforme qui n'était pas finalement sur la question de l'équilibre des comptes des retraites, mais qui était sur un autre projet qui était plus une forme de justice, c'était ce qui était demandé au début. C'est une forme de justice. C'est le deuxième point important. Nécessaire à cause de l'évolution démographique. Justice, c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui des personnes
en particulier des femmes aux carrières hachées, qui sont obligées de travailler jusqu'à 67 ans. L'âge pivot est une façon, pas la seule, de faire que ces femmes-là, de 67, arrêteront demain à 64 ans, après négociation. C'est la fin des retraites en dessous de 1 000 euros, des retraites que je dirais minimales et même indignes. C'est la fin donc des carrières hachées, c'est la fin du calcul de retraite très inégal entre 6 derniers meilleurs mois pour certains et 25 meilleures années. C'est la fin également dans le droit du travail en général. C'est la fin d'une multitude de régimes, ce qu'on appelle les régimes spéciaux, qui auraient aujourd'hui inventé, au début du XXIe siècle, 40 et quelques régimes spéciaux et différents entre les uns et les autres. Denis Guvenatam, quand on entend Didier Martin, c'est le projet de loi rêvé qui va permettre plus de justice sociale finalement entre les uns et les autres. Ça devrait plaire à la France insoumise. C'est fantastique. C'est que depuis 2003, on a eu un paquet de réformes sur les retraites et à chaque fois, on nous dit que c'est la dernière. Mais moi, je suis bien curieux de savoir si Didier Martin est capable de nous dire combien de trimestres on va travailler lorsqu'on est né après 75 ou après 1980, quelle sera la valeur du point et quel sera le montant des pensions à l'issue de ça. Très simplement... Vous faites partie des gens qui disent c'est encore très flou, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait absolument pas ce qu'il y a derrière. On ne connaît pas la valeur du point et la valeur du point va se renégocier... potentiellement avec les partenaires sociaux ou pas, on ne sait pas trop où ça va aller. Donc, le gouvernement s'est engagé à ce que le point ne baisse pas. Ben oui, mais le coût de la vie augmente. Il y a un effet de l'inflation aussi. Et donc les retraites seront indexées sur le coût de la vie, sur les prix, et chaque période travaillée ouvrira à des droits nouveaux pour la retraite. C'est ça la différence. Jean-Philippe Richard, est-ce que le MEDEF est soulagé aujourd'hui après l'annonce d'Édouard Philippe du retrait de l'âge pivot au cœur de ce projet de réforme des retraites ? Soulagé, si effectivement l'annonce peut permettre de remettre la France au travail, entre guillemets, oui, bien sûr. Bon, après, si vous voulez, le MEDEF, comme les autres, mais on fait de dossier une question de bon sens, quoi. Par rapport aux paramètres qui nous seront laissés pour améliorer effectivement, pour répondre à ce dossier, l'âge pivot, moi je préférais effectivement parler d'un âge d'équilibre. Bon, c'est comme vrai le gouvernement. Comme le gouvernement. Un peu tard peut-être, mais tout simplement parce qu'une des premières mesures, mais d'ailleurs qui a été annoncé par Premier ministre, c'est de ne pas toucher effectivement au taux de prélèvement des entreprises. Donc, puisque vous savez, comme moi, que la fiscalité pour les entreprises en France est une des plus élevées par rapport aux autres pays de l'OCDE. Oui, c'est dans sa lettre, on n'augmente pas le coût du travail. Oui, c'est important pour nous d'entendre ça. Parce que sinon, ce serait dramatique si effectivement on devait toucher à la fiscalité, augmenter la fiscalité, ce serait dramatique pour l'emploi donc dans notre pays. Vous êtes prêt à vous remettre autour de la table d'ici le mois d'avril pour travailler sur cette question d'équilibre des comptes des retraites ? Oui, bien sûr. Oui. Sans aucun problème. La CGT aussi ? Alors la CGT, elle va décider au regard de la lettre, elle va décider collectivement de sa participation, bien évidemment. On va le décider avec nos organisations et avec les syndiqués, on ne décide pas tout seul. Ceci étant, je tiens à rappeler que depuis le début des rencontres avec M. Delevoye et dernièrement sur la dernière rencontre avec à Matignon, on a mis sur la table des propositions de financement de nouvelles recettes. Je tiendrai quand même à préciser que le Conseil d'orientation des retraites a bien stipulé que les déficits ou les déséquilibres des régimes de retraite ne viennent pas de trop de dépenses, mais de manque de recettes. C'est le corps qui le dit. Donc nous, la CGT, on a fait des propositions d'augmentation des recettes pour garantir à toutes et à tous... Comment ? Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a des pistes, effectivement, d'augmentation des cotisations par salariale et par patronale. Et il n'y a pas que la CGT qui fait cette proposition, y compris d'autres organisations syndicales que vous dites réformistes. Je tiens à préciser que la CGT est pour des réformes également, mais pour des réformes de progrès social. Il y a effectivement des propositions concernant les exonérations de cotisations des entreprises. Elles font foison. Et par exemple, on avait ciblé de manière symbolique, vous avez par exemple les entreprises du CAC 40. Je parle des grosses entreprises. On ne fait pas l'amalgame entre les petites TPE et les grosses entreprises.
Les entreprises du CAC 40 bénéficient d'exonérations, soi-disant au nom de l'emploi. Si on les supprimait, parce qu'elles ont les moyens, si on les supprimait, ça rapporterait plus de 6 milliards d'euros pour les caisses de retraite. On a fait plusieurs propositions, comme l'augmentation des salaires. On augmente les salaires, eh bien effectivement, ça peut apporter des ressources supplémentaires. Oui, ça va apporter Donc des ressources. on a fait plusieurs propositions qu'on l'on a mis sur la table. Certaines rejoignent d'autres organisations. Je tiens à rappeler que sur la réforme, il n'y a pas que la CGT qui est opposée à cette réforme et qui fait des propositions. Il y a la CGT, Force ouvrière, la CFE-CGC, les cadres également, Solidaires et FSU. Donc on voit bien qu'il y a un Et front pour cause, la retraite majoritaire va d'organisations changer, celle des syndicales. cadres. On va laisser répondre Didier Martin et Jean-Philippe Richard, bien sûr. Bien, on connaît bien le discours de l'organisation que représente Madame Mouret. C'est pas notre option. C'est pas notre option. Notre option, c'est qu'il y ait davantage de personnes qui travaillent, retour à l'emploi, si possible au plein emploi. Notre option, c'est de ne pas augmenter les cotisations des entreprises, d'aucune entreprise, aucune entreprise. Nous aimons bien les PME, mais nous aimons bien aussi les grandes entreprises parce qu'elles emploient beaucoup d'employés. Donc, ne pas augmenter, Sur les moyens, monsieur Martin. ne pas augmenter les cotisations des entreprises et faire qu'il y ait le plein emploi. Oui, mais alors comment C'est ça, on la fait recette. C'est Madame pas Mouret vous d'augmenter dit comment on les fait pour charges. faire rentrer de l'argent dans les caisses. Parce que ça, ils vont en parler d'ici le mois d'avril. Davantage de personnes qui cotisent, c'est-à-dire le plein emploi, est retour à d'accord l'activité, là-dessus. l'égalité On est salariale. d'accord Je pense là-dessus. que l'on peut se retrouver sur l'égalité salariale, par exemple. Monsieur Martin, alors si on Créer applique les l'égalité conditions. salariale, ça augmente le Créer- coût du travail. Vous permettez qu'on fasse vivre Non, aussi non, la excusez-moi, je démocratie vous interpelle. politique en même temps Parce que qu'on la est d'accord démocratie là-dessus. sociale. Donc, notre option, elle est économique. La première partie du quinquennat était de relancer la machine économique. Voilà, en simplifiant, en réduisant les charges des entreprises et en favorisant la formation, le retour à la... 15 milliards sur l'apprentissage, ça n'a jamais été fait, dont 2 milliards pour l'enveloppe confiée dans les quartiers politiques de la ville. On Ça a, n'a compris jamais que, été fait on non a plus. compris que vous misez sur la reprise de l'économie. Absolument. Jean-Philippe Richard nous dira si l'économie reprend et si les entreprises vont bien malgré les conflits. Mais Jean-Philippe Richard répondait à Sandrine Mouret. Elle met sur la table des propositions. Vous allez en discuter jusqu'au mois d'avril. J'ai pas l'impression que vous soyez bien d'accord. Hein. Si vous voulez, les entreprises, déjà par rapport à la mise en place de la loi Pacte, depuis 2014, les entreprises ont créé 990 000 emplois en France. Allez, on est presque au fameux million de votre ancien président du MEDEF Vous avez sorti national. le PINS d'ailleurs. Le Ça date fameux un peu, PINS, hein. le Ça fameux date un PINS, peu, ça les date, mais on a fini par y Oui, arriver. mais enfin, c'est 990 000 emplois. Et Combien de puis, perdus vous parlez effectivement, évidemment que c'est une piste, mais je vous dis, après, on risque d'enrayer la machine. En termes d'augmentation de salaire, entre 2018 et 2019, il y a eu 19 milliards d'augmentation de salaire qui ont été versés aux collaborateurs. Alors il faut le voir sur les déciles, hein. Il faut voir à quel niveau, effectivement, il y a des études d'économistes. Il faut bien voir que l'augmentation des salaires de la masse salariale, ok, banco, mais sur quel décile, c'est notamment l'augmentation des plus hauts salaires qui a eu lieu, effectivement. Et quand on regarde, il faut étudier les deux, augmentation du salaire moyen et l'augmentation du salaire médian. Et on voit bien que c'est le salaire moyen qui augmente. Ça veut dire que ce sont les plus hauts revenus qui bénéficient Quand on fait des une augmentations de moyenne, salaire. alors que le Par salaire contre, si médian on prend qui le est au salaire milieu. médian, eh bien, on voit qu'il stagne. C'est-à-dire que 50% des salariés touchent moins de 1 700 € par mois et celui-là, il stagne. Il y a eu Oui, des- mais le gouvernement a pris des Oui. mesures avec la prime Vous d'activité êtes tout donc à bien fait d'accord, oui, importante. monsieur Martin. Nous n'avons pas voulu charger les dépenses des entreprises avec l'augmentation arbitraire des salaires. En revanche, avec la prime d'activité, pour un salaire au SMIC, c'est 241 € de plus par mois qui ont été alloués. Et pour un couple, c'est environ 400 €. Un couple avec 2 enfants, 400 Oui, mais, € de plus. Donc voilà du cette pouvoir prime d'achat d'activité- supplémentaire cette prime pour les d'activité, petits salaires. Elle compte dans le calcul des retraites parce qu'on Non, est elle en train de compte dans parler le calcul des elle compte- retraites. elle Didier compte- Martin. Elle compte dans le calcul des revenus et du pouvoir d'achat. Oui. Et Mais aujourd'hui, pas sur les retraites, que pas sur les veulent droits. aujourd'hui les salariés? Ils veulent du pouvoir d'achat. Ils savent qu'ils auront des efforts à faire et travailler un peu plus parce que effectivement, les entreprises emploient davantage. Nous avons créé avec les entreprises, nous avons observé globalement 540 000 emplois créés depuis le début de ce quinquennat. Mais nous savons que pour l'équilibre à venir et à négocier avec les partenaires sociaux l'équilibre des retraites, il faudra demander à travailler un peu plus. C'est ça la mesure. Denis Guvenatam, il continue ce conflit sur les retraites ou il s'arrête ce matin? Pour ma part, je pense très clairement qu'il continue. Et je voudrais revenir un petit peu sur ce que disait Didier Martin. Moi, je trouve paradoxal que en 10 ans depuis 2018,
on a une augmentation du chômage de plus de 50 ans. Ça a été multiplié par 3. On est passé de 745 000, je crois, demandeurs d'emploi de plus de 50 ans à 1,4 million. Donc on nous demande à la fois de travailler plus longtemps, mais il n'y a pas d'emploi pour les plus de 50 ans. Et sur les créations d'emplois, il faudrait quand même voir un petit peu ce qui a été créé comme emploi. C'est beaucoup de précarité, beaucoup de CDD, très peu de CDI, des gens qui sont diplômés, qui n'arrivent pas à se stabiliser, qui n'arrivent pas à trouver un travail stable. Et concernant les retraites et sur le débat, c'est qu'on n'arrive même pas à anticiper de ce qu'on va pouvoir avoir. Moi, je veux bien vous les suivre retraites. sur ce débat que vous ouvrez sur la question de l'emploi. Plus 8% d'apprentis en 2018. Ça, c'est un chiffre. Alors effectivement, 1,4 million de chômeurs de plus de 50 ans. Dans la lettre L'emploi des seniors, il y a un gros L'emploi des chantier. seniors, il y a un problème. dans Et la c'est la lettre, Cour des comptes, et c'est pas la France Insoumise qui l'a dit, c'est la Cour des comptes qui a interpellé le Premier ministre au mois d'octobre sur ce si vous point. avez bien lu Didier la lettre Martin du et Premier- Jean-Philippe Richard. Si vous avez bien lu la lettre du Premier ministre, cette question de l'emploi des seniors, elle figure. La question de la pénibilité, elle figure. Donc nous avons devant nous Mais une figurer, phase c'est de pas dialogue agir dessus. jusqu'à, y compris la fin du mois d'avril pour l'équilibre financier. Nous avons une période pour aborder et balayer tous ces sujets. Ça que nous figure, abordons. mais on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre très concrètement, et c'est souvent un reproche. C'est le dialogue social. Voilà, c'est souvent un reproche, c'est flou. Hein, et comme disait Martine Aubry à une époque, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Jean-Philippe Richard. En disant le taux d'emploi des seniors, hein, donc nos collaborateurs, nos concitoyens qui sont âgés entre 50 et 64 ans, est passé de 53,3% à 61,5%. Il y a eu des efforts de fait, mais j'en conviens avec vous, il y a certainement encore plein de choses à inventer. Oui, Et est-ce qu'il y a dans vos favoriser- entreprises, par Oui, exemple, oui, il y a des non choses pas à une faire, et les ségrégation sur les seniors, mais enfin, Non. quand même une volonté de dire qu'à un moment donné, quand on a dépassé 50 ans, 55 ans, on est un peu sur la fin, donc bon, si on peut les pousser vers la sortie, c'est mieux. Non, Le monde du travail, c'est aussi ça, la réalité que vivent ceux qui nous écoutent, parfois c'est aussi ça. Les pousser vers la sortie, je suis pas sûr que ce soit comme ça que nos chefs d'entreprise Non, mais vivent indirectement, les choses. pas forcément. Non, mais il y a c'est pas une chose est forcément, certaine, c'est que de gros efforts sont à faire pour favoriser le retour à l'emploi. Effectivement, des seniors. Les entreprises sont effectivement disposées à s'y employer, aussi pas par philanthropie. C'est qu'aujourd'hui, il y a aussi une raréfaction de main-d'œuvre. Donc, il y a qualifiée. Donc, il y a certainement encore, parmi ces Qualifiée ou ces non personnes, qualifiée, ou non hein. qualifiées, parmi ces personnes. Donc, effectivement, réforme de la formation professionnelle à venir. Attendez, je voudrais finir juste sur ma pensée. Donc il y a plein de choses à faire par rapport à ça. Après, si vous voulez, vous dites réticence. Il n'y a pas une volonté des entreprises de sortir les seniors. Non. Il y a peut-être une réticence à les rentrer. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement toute la problématique des accidents du travail, de la maladie professionnelle. Il y a peut-être des choses à revoir par rapport à ça. On paye peut-être plus cher quelqu'un qui a beaucoup Parce qu'il d'expérience. effectivement, il y a une angoisse qui s'instaure dans la tête du chef d'entreprise d'embaucher un monsieur qui va avoir 50, 55 ans, qui a bossé toute sa vie, à se dire est-ce que c'est pas moi qui vais récupérer, si vous voulez, le taux d'accident. Sandrine Mouret va vous répondre, mais je ne voudrais pas qu'on fasse un débat que sur l'emploi des seniors. Je vais faire sur 3 points. Déjà, je vais répondre à M. Martin, puisqu'il nous parle de l'égalité salariale femmes-hommes. Banco. Donc demain, vous inscrivez dans la loi l'égalité salariale femmes-hommes obligatoire. Banco. Je vous prends au mot, hein. On le fait, on est d'accord. Là-dessus, on signe. Hein. Deuxièmement, sur l'emploi des seniors, je passe rapidement. Il y a un précédent. Premièrement, effectivement, tous les salariés qui font valoir leurs droits à la retraite, pour 1 sur 2 ne sont plus dans l'emploi. Ils sont ou aux minima sociaux, ou au chômage, ou en invalidité, ou sans revenu. Et sur la pénibilité. Alors, et il y a un précédent, rappelez-vous, le contrat de génération. Vous vous rappelez le contrat de génération ? Où effectivement les entreprises devaient garder un senior, un salarié qualifié, et en même temps embaucher un jeune. Que s'est-il passé ? À peine 20% de l'objectif du gouvernement qui a été mis en place. Vous comprenez bien qu'on soit un peu sceptique. Oui, il faut garder les seniors parce qu'effectivement, ils ont de la qualification, ils ont de l'expérience. Mais on voit bien que les entreprises... La réalité, c'est pas forcément celle-là. c'est pas celle-là. Et sur la pénibilité, effectivement, je reviens sur le projet de loi. Le gouvernement, en arrivant, on en a déjà parlé, M. Martin, a supprimé 4 critères de pénibilité. 4, et pas des moindres. Le port de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations et les produits chimiques. Prenons un métier, par exemple, celui du bâtiment. Les salariés du bâtiment. Tous les métiers du bâtiment
ils sont pénibles. Ils ont tous ces 4 critères de pénibilité. Il faut les réintroduire et considérer la pénibilité avec un départ anticipé par Alors, métier. Jean-Philippe Richard n'est pas d'accord. Prenez un égoutier, On a il a compris. 17 ans d'espérance de vie en moins. Le temps passe, et on on a va encore demander à d'autres ce sujets salarié de abordés. travailler Jean-Philippe aussi Richard, longtemps vous que les n'êtes pas autres. d'accord. Didier Martin, réponse courte, s'il vous plaît. Non, mais si ces critères ont été effectivement Sorti. sortis, on ne pouvait pas les mesurer. C'est pour ça qu'il faut les mesurer autrement, C'est une par usine à métier. gaz. Par contre, là où je vous rejoins, madame, c'est qu'il y a certainement par rapport aux critères qui restent des choses à imaginer pour déceler, pour mesurer effectivement la véritable pénibilité des gens qui exercent certains métiers. Mais il faut travailler sur les facteurs Mais on est restants, mais il ne faut pas Mais réinventer. on est d'accord que le port de charge lourde, les vibrations, les produits Attendez. chimiques sont Sandrine Mouret, des situations pénibles est-ce que ce qui sont handicapent des l'espérance points, de vie. est-ce que ce sont des points, l'emploi des seniors, la pénibilité, l'égalité homme-femme, est-ce que ce sont des points qui, si il y a des avancées du côté du gouvernement, pourraient faire que la CGT sorte du conflit? Enfin là, pour le moment, on en est loin, parce que le cœur du système, pour le moment, c'est pas d'améliorer le niveau des pensions, puisqu'on parle du système, du système de retraite, c'est pas d'améliorer le niveau des pensions, c'est de faire des économies. Et le gouvernement, Bien le entendu, Premier non. ministre le prouve. Quand Bien on bloque- entendu, non, c'est Mais, pas faire des Monsieur économies. Martin, C'est quand- de pérenniser l'avenir de nos retraites. Eh bien, Ce n'est pas de faire des économies. Nous Monsieur consacrons Martin. aujourd'hui 14% de la Oui, et richesse vous bloquez. nationale. Et vous le bloquez. Parce qu'il est un des plus hauts dans les pays de l'OCDE. Tant mieux. 14%. Tant mieux. Nous nous en félicitons. Nous décidons de ne pas aller au-delà. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres investissements indispensables à faire dans ce pays. Monsieur Martin. Sur l'avenir, là encore, sur la recherche, sur la performance et la compétitivité, sur l'éducation. Nous augmentons les emplois dans le service Une public de réponse, l'éducation monsieur- nationale. Monsieur Martin. Puis-je aller vous jusqu'au bloquez- bout Mais non, c'est Rapidement. vous qui m'avez coupé. Monsieur Parce que Martin. vous étiez un peu long. Alors, Ah, pardon. c'est vrai. Donc, Il nous reste 5 quand on minutes bloque- d'émission, donc ça va quand aller on très bloque- vite, hein. Quand on bloque les ressources et que l'on sait que la démographie fait que on sera de plus en plus nombreux à la retraite, et tant mieux, bah, forcément, quand on garde la même On ne part de bloque gâteau... pas les ressources, elles vont vous augmenter. bloquez les Elles vont ressources. augmenter Et vous avec bloquez le niveau de la reprise de cotisation. Nous ne l'activité voulons économique. pas Et vous bloquez les pénaliser niveaux, le gouvernement. et Nous ne vous voulons- bloquez les niveaux de nous ne cotisation voulons- et le nous ne PIB, les voulons- niveaux de cotisation. Alors, Nous ne monsieur voulons Martin. ni pénaliser l'emploi, ni pénaliser les investissements. C'est pour cela que nous ne dépassons pas cette limite qui est raisonnable. Alors, qui est responsable de ce mouvement qui perdure aujourd'hui? D'abord, est-ce qu'il va perdurer? Sandrine Mouret, en un mot. Alors là, pour le moment, effectivement, oui, puisque les organisations syndicales, je rappelle, les organisations syndicales de jeunesse, les organisations CGT, FO, Solidaire, FSU et la CFE-CGC appellent effectivement à deux journées de mobilisation, le 14, le 15 sur d'autres formes et le 16 janvier. Alors, quel est le principal responsable de ce mouvement? Je vous propose de regarder ce sondage Ipsos Sopra Steria réalisé pour France Télévisions. 42% des Français interrogés pensent que c'est la faute du gouvernement. Et en même temps, les syndicats ne sont pas épargnés. Vous le voyez, 31% pour les syndicats. Didier Martin, là, on n'est pas sorti du conflit aujourd'hui. Non, mais l'opinion s'exprime. L'opinion, d'abord, il ne faut pas oublier que cette mesure, elle a été proposée par le président de la République quand il était candidat. Donc ce gouvernement, il met en application un engagement et une promesse présidentielle. Réformer les retraites en gardant la répartition, en ne diminuant pas le niveau des prestations servies, mais en évoluant vers un système à points. Donc on change le système vers quelque chose qui nous paraît plus juste. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Cependant, il faut, dans un esprit de responsabilité et non pas de faute, et nous savons que ça peut contrarier certains, mais en responsabilité, il faut arrêter avec les régimes spéciaux, faire que les petites retraites et ceux qui manquent le plus soient Certains davantage qui sont en face servis. de vous accusent de niveler par le bas. Quand vous dites qu'il faut mettre fin aux régimes spéciaux. Non, c'est de la solidarité, c'est pas niveler par le bas, c'est traiter en priorité les personnes qui en retraite n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Monsieur Martin, on va créer combien de régimes spéciaux? Parce qu'à chaque année, l'enveloppe, elle va être fonction du nombre de Est-ce personnes. qu'on les a qui pas sont recréés examinées. d'ailleurs en détricotant finalement le projet de loi au fur et à Bien mesure, sûr. les pilotes de ligne On n'a rien détricoté, le projet de loi n'a encore pas été présenté au Conseil des ministres. Oui, mais il n'y a Il pas été de soumis au il Conseil y a- d'État. Il n'y a pas des Nous nouveaux verrons. régimes spéciaux là qui sont nés Non, il y a pour les avocats, Bien sûr. les peut-être Non, demain. mais- Pas les avocats, il mais y a- les contrôleurs pour aériens. les missions les lanceurs de Paris. régaliennes. Pour Les les missions régaliennes. Ce qui nous protège tous, la police, la gendarmerie, le contrôle aérien, il y a des spécificités que vous devez reconnaître. Donc, il y a Denis des- Duvenatal, il y a- au-delà du conflit sur les retraites, on voit bien que pour l'instant tout n'est pas réglé, même si Laurent Berger de la CGT tend la main au gouvernement, de la CFDT tend la main au gouvernement. Est-ce que vous voyez, vous, dans les mois à venir, d'autres sources de conflits sociaux? On pense
notamment au conflit des urgences. On en a parlé ici dans cette émission qui n'est toujours pas réglé. Est-ce que vous pensez que le conflit social, le combat social n'est pas terminé en 2020 ? Mais je pense que le combat social, il existe depuis 2018 et il va se continuer jusqu'à 2022. Parce qu'à chaque réforme, on va s'apercevoir qu'il va y avoir un conflit et des dysfonctionnements. Au niveau des urgences, au niveau de l'hôpital, les dysfonctionnements sont patents. On a moins de services publics, moins de soins, une moins bonne qualité du soin. Mais on se demande si Emmanuel Macron va continuer sur d'autres réformes, sur l'audiovisuel ou sur la sécurité sociale. Alors, moi, je n'anticipe pas les contenus, mais force est de constater que depuis le début du quinquennat, les choses ne sont pas très, très positives. Didier Martin, est-ce qu'après le conflit des Gilets jaunes, le conflit des retraites, le gouvernement va lever le pied sur les réformes en prévision de l'élection présidentielle, ou bien est-ce que ça va continuer à toute allure ? Je ne pense pas. On n'est pas à toute allure, on est mesuré. Pour les urgences médicales et l'hôpital, moi j'ai fait toute ma carrière à l'hôpital, je vois très bien où sont les problèmes. Il y a des mesures d'urgence qui ont été prises. Mais Madame Buzyn a augmenté de 90 € les personnes qui travaillent aux urgences, et je pense en particulier à ma discipline, qui travaille nuit et jour, la radiologie, parce que c'est indispensable au diagnostic en urgence. Donc il y a des solutions. La solution systémique, c'est davantage de personnel et meilleure organisation. Vous l'avez dit, monsieur Guvenatam, meilleure organisation. Ma question, c'est les organisations professionnelles de territoire qui doivent éviter l'engorgement des urgences. Vous allez continuer les réformes dans les prochains mois ? Et les réformes vont continuer. Vous n'êtes pas refroidi ? Pas du tout. L'audiovisuel est annoncé. Un projet de loi sur le grand âge et l'autonomie a été annoncé par Madame Buzyn. Donc nous continuerons à réformer pour les Français. Merci d'avoir accepté de débattre en direct ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, un point sur l'actualité régionale avec Marie Joly. Puis la partie nationale de Dimanche en politique. Francis Letellier reçoit Patrick Caner, le président du groupe socialiste au Sénat. Bon dimanche à tous sur France 3.